Donc, je fais maintenant la question B de l'examen pratique. On me dit ici que les données ont été recueillies dans le cadre d'une expérience avec des participants volontaires, et l'hypothèse est la suivante. Les personnes ayant reçu le traitement A sont plus susceptibles que celles qui ont reçu le traitement conventionnel d'effectuer une guérison complète. Alors, on me dit ici, la première question, c'est en utilisant les probabilités conditionnelles, exprimer l'hypothèse sous forme d'équation. Je vais faire ça ici dans le document. La première étape, c'est d'identifier mes variables, puis leur donner un nom et une abréviation. Donc là, ici, si on relit ça attentivement, les personnes ayant reçu le traitement A sont plus susceptibles que celles qui ont reçu le traitement conventionnel. Donc ça, ici, c'est une première variable qu'on va appeler traitement. Puis, on va dire qu'on a deux traitements. Donc, on a le traitement A. Ça va bien pour le nom, c'est très court. Et l'autre, c'est le traitement qu'on va appeler conventionnel, auquel on va attribuer l'abréviation C. Donc, ça, c'est ma première variable. Puis ensuite, on dit d'effectuer une guérison complète. Donc là, ma deuxième variable, ça va être guérison. Puis là, dans l'hypothèse, on mentionne seulement la guérison complète, mais si je vais voir ici mes données, on voit que j'ai deux types de guérison, donc complète ou partielle. Ici, on va faire complète. Je ne peux pas utiliser C parce que je l'ai déjà pour conventionnel, mais il y a un M en complète, on va prendre ça ici. Puis ici, j'ai partiel. Puis ici, je vais tenter de prendre T, mais ici, on pourrait assigner le T à traitement, le G à guérison. Donc là, partiel, ça pourrait être R. Donc là, c'est parfaitement arbitraire. Donc, on essaye de prendre les lettres qui vont bien. J'ai déjà un A ici. J'ai déjà un P pour probabilité. Donc, on va se contenter du R. Donc là, ici, j'ai identifié mes variables. J'ai assigné à chaque variable, à chaque catégorie plutôt, une abréviation. Donc là, je suis en mesure de formuler les probabilités conditionnelles avec lesquelles je vais pouvoir exprimer mon hypothèse. Donc, c'est, je répète, les personnes ayant reçu le traitement A sont plus susceptibles. Donc, on sait que ce qui est avant l'expression sont plus susceptibles, c'est la catégorie indépendante. Donc là, ici, ça va être ma catégorie indépendante. C'est les personnes ayant reçu le traitement A. Donc là, la catégorie indépendante, on sait que elle vient après la barre. Okay, donc là, ici, je ne sais pas encore ce que je mets là, mais c'est sûr que de l'autre côté, j'ai un A. Puis on dit sont plus susceptibles, donc cette probabilité-ci va être plus grande que la suivante, qui va être la probabilité, donc, que celles qui ont reçu le traitement conventionnel. Donc là, ici, c'est le traitement conventionnel. Oui, ça c'est bon. Et d'effectuer une guérison complète. Donc, ma probabilité d'effectuer une guérison complète, sachant que j'ai eu le traitement A, est plus grande que la probabilité d'obtenir une guérison complète, sachant que j'ai eu le traitement conventionnel. C'est bien ce que dit mon hypothèse. Donc ça ici, c'est bon. J'ai réussi à exprimer l'hypothèse sous forme d'équation. Ça a l'air de ça ici. L'hypothèse se vérifie-t-elle dans l'échantillon? C'est la prochaine question à laquelle je dois répondre. Puis pour répondre à cette question-là, je dois aller faire un tour dans mon document Excel. Donc, la première chose que je devrais faire, c'est de vérifier que mes données sont adéquates. Donc, quand on fait un test d'indépendance, c'est vraiment important de s'assurer qu'on a des lignes complètes. Donc, ça ne va pas fonctionner techniquement si on a des lignes partielles. Donc, si là, ici, toutes mes lignes, on les voit d'un seul coup d'œil parce que mon échantillon n'est pas très important, mais si j'avais beaucoup de données, il faudrait s'assurer donc que chaque ligne est entière, puis il n'y a pas de problème à effacer une ligne incomplète, parce que sinon, ça ne va pas fonctionner. Donc là, ici, ça va bien. Ensuite, ce que j'aimerais faire, c'est baptiser ici mes données. Donc ça, ici, pour faire ça, ce que je fais, je recommence, je clique dans la première case qui contient des données. Ensuite, j'appuie sur majuscule, je clique dans la dernière case. Puis là, ça ici, je vais appeler ça traitement. Donc là, j'ai mis un petit t, je dois me souvenir de ça. Puis ensuite, je vais faire la même chose avec mon autre variable. Donc là, je sélectionne les données. Là, je vais utiliser encore un petit g, et celui-là, je l'appelle guérison. Donc, la raison pour laquelle je fais ça, c'est que ça va me faciliter la vie tout à l'heure quand je vais devoir faire référence. On va appeler ça plutôt observer, c'est les valeurs observées. Je vais mettre ça en gras ici.
pour que ça soit plus joli. Puis ici, ma variable indépendante, on a dit donc qui est toujours du côté gauche, c'est le traitement. Alors moi ici, j'ai deux traitements possibles. C'est soit le traitement A, soit le traitement conventionnel. Et on va rélargir ici ma colonne. Je fais ça en cliquant ici sur la petite frontière entre les deux, puis en bougeant ça à mon goût. Puis ensuite ici, ma variable dépendante, ça va être le type de guérison. Alors là, j'ai le choix entre une guérison complète qui correspond à M. Je vais rélargir aussi un peu ici. Et une guérison partielle qui, ici, on a dit qu'on allait appeler ça R. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais compter le nombre de personnes qui, pour lesquelles la ligne dit à la fois qu'ils ont reçu le traitement A et qu'ils ont une guérison complète. Là, ça va vite parce qu'ils sont tous bien organisés. Je pourrais presque le faire à la main, mais on va le faire ici à la machine. Donc moi, j'utilise ici, dans la version anglaise de Excel, la fonction qui s'appelle COUNTIFs avec un S. En français, cette fonction-là s'appelle nb.si.ens et on doit l'utiliser pour compter. Ça fait que là, ici, je vais lui dire que c'est dans ma colonne qui s'appelle traitement. Et ce qui m'intéresse, en fait, c'est les gens ici qui ont eu le traitement A. Et dans ma deuxième colonne qui s'appelle guérison, donc là, dont le nom ici apparaît, je vais aller chercher les gens qui ont eu une guérison complète. Donc là, c'est vraiment important que ce soit écrit exactement tel que dans les données. Je fais OK là-dessus et là, je trouve que j'ai 5 personnes. Une fois que j'ai ça, je vais copier ça ici. Donc là, je fais pomme C sur un Mac, CTRL C sur un PC. Puis là, pour sortir de là, je peux soit faire le petit crochet vert, soit le X rouge. Parce que ce que je veux faire après, c'est transporter cette information-là dans l'autre case d'en dessous, puis je vais aménager ça en conséquence. Donc là, ici, c'est plus le traitement A qui m'intéresse maintenant, c'est le traitement conventionnel, mais c'est toujours les gens qui ont eu une guérison complète. Donc là, ici, j'en ai une seule personne. On vérifie que c'est bon, mais ça semble que oui. Donc là, ensuite, ici, je m'en viens. Là, je fais encore l'action de coller mes informations. Là, je cherche le traitement A, mais cette fois-ci, je m'intéresse aux gens qui ont eu une guérison partielle. Donc là, ici, j'en ai plus, j'en ai 10. Et finalement, là, je fais toujours coller du matériel qui est dans mon presse-papier. Je m'intéresse cette fois-ci au traitement conventionnel. C'est vraiment important que ce soit exactement comme c'est marqué dans les données et qui ont eu une guérison partielle. Donc ça ici, j'en trouve un peu plus. Donc là, ici encore, évidemment, je pourrais faire mes additions à la main, mais on va se servir juste pour les fins de la démonstration de la fonction qui s'appelle SUM en anglais, SUM, ça devient SUM, S-O-M-M-E en français. Une fois, oups là, qu'est-ce que j'ai fait? Égal SUM, pourtant ça a l'air bon, mais c'est pas bon parce que quelque chose qui marche pas. On va faire égal SUM, puis ensuite je spécifie ici mes deux cases, puis là, ça a l'air de marcher, oui. Une fois que j'en ai une, je fais pomme C pour copier, puis ensuite pomme V, donc CTRL V pour coller. Puis ici, il faut que je recommence parce que ça devient horizontal, mais c'est la même idée. Une fois que j'en ai fait un, je peux simplement le recoller ici. Puis ici, finalement, je vais me faire ici, pour une petite vérification, ici, je vais travailler avec l'intérieur de mon tableau de contingence, puis j'ai 29 éléments. Puis là, je dois vérifier que ce chiffre-là correspond bien au nombre total d'éléments dans mon échantillon. Et c'est bien le cas ici parce que j'arrive à 30, mais c'est parce que la première ligne liste le nom des variables. Donc là, ici, j'ai 29 individus comme tels dans mon échantillon. Ça fait que là, la première question, c'était l'hypothèse se vérifie-t-elle dans l'échantillon? Ça fait que là, ce que je dois faire, c'est que je dois trouver les valeurs, en fait, qui correspondent aux probabilités que j'avais identifiées tout à l'heure. Donc, c'était la probabilité de G sachant que A, puis ça, mon hypothèse, c'était que c'était plus grand que la probabilité que G sachant que C. Donc là, ça ici, c'est toujours la même méthode. Ça va être égal à
la cellule où G rencontre A. G, c'est quoi ça, G? C'est pas G, c'est pas G du tout. Ici, c'est M. Je me suis trompé depuis le début. C'est guérison complète. Donc ça, c'est pas bon non plus. Désolé pour ça, mais il vaut mieux s'en rendre compte. C'est pour dire que c'est vraiment important de se vérifier plusieurs fois. Donc ici, la probabilité d'une guérison complète, sachant que j'ai eu le traitement A, ça c'est égal à la cellule où M rencontre A, divisé par le total marginal associé à A. Donc c'est ça ma probabilité ici, 1/3. Et l'autre probabilité, donc, c'est là où M rencontre C, divisé par le total marginal associé à C. Ben, là, ici, on voit que ça va bien, puisque, effectivement, l'hypothèse se vérifie dans l'échantillon, c'est-à-dire que j'ai beaucoup plus de chances d'avoir une guérison complète, sachant que j'ai eu le traitement A que j'ai eu le traitement C conventionnel. Donc, la question maintenant, c'est de savoir, est-ce que quelle est la valeur P associée aux données recueillies? Donc là, j'aimerais savoir si je peux généraliser ça à la population. Donc, pour savoir ça, la première étape, c'est de créer un tableau des valeurs attendues. Donc là, j'ai sélectionné ici mon tableau des valeurs observées. Puis moi, je vais faire ici un Paste Special Values. Je vais changer le titre Observé pour Attendu. Parce que là, ici, mon objectif, c'est de retirer l'intérieur du tableau, puis de calculer les valeurs que j'obtiendrais s'il n'y avait aucun lien entre les variables ici. Donc ça, c'est toujours la même formule, c'est le total marginal de colonne multiplié par le total marginal de rangée divisé par le grand total. Donc là, ici, voyez-vous, j'ai les lumières rouges s'allument parce que j'ai une valeur attendue qui est inférieure à 5. Ça veut dire automatiquement là, que je pourrais même m'arrêter maintenant. Il n'y a pas de raison de continuer à faire le tableau de valeurs attendues parce qu'on ne va pas s'en servir. Puis on sait en fait qu'on ne pourra pas faire un test du qui carré parce qu'on va avoir des résultats qui sont un peu douteux si on continue à faire ça. Donc là, il faut passer à un test exact de Fisher. Alors, pour faire ça, je dois aller trouver, première étape, c'est de trouver mon plus petit total marginal. Moi, ici, ça va bien parce que c'est le 6, mon plus petit total marginal. Puis ensuite, on va se trouver, là, on travaille sur une colonne. On a dit que si on aurait pu travailler sur une rangée, on aurait préféré travailler sur une rangée. Si on travaille sur une colonne, on va préférer la cellule du haut plutôt que la cellule du bas. Donc ça ici, ça va devenir ma cellule de référence. Puis là, je vous rappelle, c'est très important, on ne travaille pas dans le tableau des valeurs attendues, on travaille dans le tableau des valeurs observées. Donc là, ce que j'ai besoin ici, c'est de choisir, première étape donc pour un test de Fisher, c'est de choisir une cellule de référence. Là, cette cellule-là, je le répète, ça va être une des cellules qui contribue donc au plus petit total marginal. Donc, moi, mon plus petit total marginal, c'est celui-ci, c'est 6. Puis là, on pourrait prendre celle d'en bas ou celle d'en haut, mais on a dit qu'on allait, encore là, c'est vraiment une convention dans le cadre du cours. Si on a le choix entre la gauche et la droite, on va choisir la gauche. Si on a le choix entre le haut et le bas, on va choisir le haut. Donc là, ici, ça, c'est ma cellule de référence, c'est la cellule E6. Donc là, on va se faire ici un autre élément qu'on va appeler configuration E6. Puis ça ici, c'est toujours le même principe. On fait une liste des chiffres qui vont de 0. Ça part toujours de 0, puis ça monte jusqu'à mon plus petit total marginal que j'ai trouvé ici, qui était 6. Là, je peux faire ça. Si j'en avais plus de valeurs, là, je peux les taper à la main à la limite, mais je pourrais aussi, ici, là, j'appuie sur Option, parce que ça me permet de faire grimper ici les chiffres automatiquement. Puis là, j'ai une belle séquence qui va de 0 à 6. Donc ça ici, c'est toutes les valeurs que pourrait prendre la cellule E6. C'est ça qu'on veut calculer ici, la probabilité d'avoir eu chacun des tableaux de contingence qui correspond donc à cette configuration-là de E6. Puis
On va associer une probabilité à ça. Puis là, la probabilité est un peu compliquée au sens où c'est une application d'une loi qui s'appelle la distribution hypergéométrique, ou en français, il faudrait dire la loi hypergéométrique. Donc, ça commence par... Ça a l'air de ça ici, c'est hip géomdiste. Puis là-dedans, la valeur de départ, c'est toujours celle de ma configuration. Donc là, ici, je vais cliquer sur la cellule de ma configuration. Puis ensuite, la deuxième valeur, c'est mon total marginal de colonne. Okay? Donc là, ici, je vais venir chercher mon total marginal de colonne. C'est très important, on travaille toujours dans le tableau des valeurs observées. Ensuite, la prochaine valeur, c'est mon total marginal de rangée. Là, on parle toujours évidemment de le total marginal qui correspond à ma cellule de référence. Donc moi ici, c'est 15. Ou en fait, c'est ça ici, cette valeur-là plutôt. Et finalement, le dernier élément, c'est le grand total. Okay? Donc là, ce que je veux faire, c'est je veux faire en sorte que cette formule-là s'adapte aux différentes configurations de la case E6, mais je ne veux pas que les trois valeurs ici soient modifiées. Donc là, le truc dans Excel pour faire ça, c'est de faire précéder chaque élément, donc et la lettre et le chiffre de la coordonnée de mes cellules, tout ça. Là, je sais que c'est difficile à voir, mais ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est simplement de rajouter un signe de dollar devant à la fois le nom et le chiffre. Et là, quand je fais OK là-dessus, ce que je devrais avoir, c'est une probabilité. Donc là, c'est très petit, c'est bon. Puis ensuite, je vais, encore là, ici, j'ai juste besoin de cliquer, voyez-vous, dans le petit carré qui est en bas à droite de ma case. Puis là, ici, ça va copier mon élément, mais ici, si on clique sur n'importe quoi, voyez-vous, on voit que toutes ces références-là ici sont restées les mêmes, mais c'est la première seulement qui a changé. Parce qu'à celle-là, je n'avais pas mis de signe de dollar. Donc là, ici, on achève notre test exact de Fisher. Donc là, ici, je vais écrire valeur P, puis je vais procéder maintenant au calcul de la valeur P. Donc, pour trouver ça, ce que je dois faire, c'est que je dois identifier c'est quoi la valeur actuelle de ma cellule de référence. Donc, moi, ici, c'est un 5. Donc, ma probabilité actuelle, c'est celle-ci. Puis, c'est 0,08. Okay? Donc là, je dois trouver toutes les probabilités qui sont inférieures à 0,08. Puis, je vais les additionner ensemble. Donc ça va être ma valeur P. Donc, je vais faire ça ici. Puis là, je cherche tout ce qui est inférieur à 0,08. Donc, ça ici, c'est inférieur à 0,08. Ça ici, c'est aussi inférieur à 0,08. C'est 0,06. Donc, je vais faire addition. Ici, 0,2, ça ne marche pas. 0,3, ça ne marche pas. 0,2, ça ne marche pas. Puis, celle-ci, c'est encore plus petit que 0,08. C'est bon. Puis là, je vais rajouter un plus, j'ouvre la parenthèse parce que je veux ajouter aussi la valeur, la probabilité qui correspond à la configuration actuelle de la cellule, mais divisée par 2. Donc là, ici, je vais faire plus, on ouvre la parenthèse. Là, ça, c'est la coordonnée de ma cellule, je la divise par 2, je ferme la parenthèse. Et là, ici, j'ai une valeur P finale qui est 0,12. OK? Puis là, donc ça répond à la question quelle est la valeur P associée aux données recueillies. C'est cette valeur-là ici, 0,12, que j'ai obtenue par un test exact de Fisher. Et la prochaine question, c'est l'hypothèse peut-elle être généralisée à l'ensemble de la population? Et ici, la réponse, c'est non. Pourquoi? Bien parce que la valeur P est supérieure au seuil de 0,05. Donc, pour que, si je veux généraliser à l'ensemble, ou si je veux pouvoir généraliser à l'ensemble de la population, il faut que ma valeur P soit inférieure à 0,05. Donc là, ici, ce n'est pas le cas. Donc, on dit que je n'ai pas suffisamment de preuves pour rejeter l'hypothèse nulle, c'est-à-dire que je ne peux pas généraliser mon hypothèse alternative parce que je n'ai pas assez de matériel pour rejeter la nulle. Puis, ça veut dire qu'on ne peut pas généraliser à l'ensemble de la population. Et ça, c'est la fin de la question B.